Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 27 mai. Bonjour Gilles. Bonjour et bonjour Pierre-Ambroise Boss, grand champion qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé 3 fois aux Jeux Olympiques, vous avez été champion de France 2012, 2014, 2015, 2018, 2019. C'est ça, vous avez été recordman d'Europe du 600 mètres. C'était combien votre record, vous en souvenez? Alors, une 13-21 peut-être. Voilà, c'était une 13. Record de France du 800 mètres, 1 minute 42 secondes et 53 secondes. Et puis évidemment, première place au championnat du monde du 800 mètres en 2017 où vous décrochez une médaille d'or. Voilà, ça c'est votre palmarès. Elle est où votre médaille d'or ? Elle est chez moi. C'est vrai qu'il y avait un pote qui l'avait gardée pendant longtemps. Je l'avais complètement oubliée celle-là. C'est vrai ? Je l'ai gardée précieusement. Désormais, je ne la perds plus. Alors on va vous retrouver, c'est très inattendu, on va pas parler Jeux Olympiques, ou alors on en parlera peut-être un petit peu, mais ce soir on va vous retrouver sur W9 dans une émission un peu spéciale, les apprentis champions, où vous coachez des équipes de candidats de télé-réalité. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a Muriel Urtis également avec vous, et c'est commenté par Patrick Montel. Ouais, on n'est pas si dépaysé que ça finalement. On sort pas totalement du monde du sport de haut niveau avec une championne de cet acabit et puis la voix de l'athlète quand même. Ouais, mais les candidats, ils sont un peu moins forts que les... Il y en a qui j'avais jamais fait de sport, donc c'était une découverte aussi. Et puis moi, je sors pas tout à fait de mon domaine de compétences non plus en étant coach. C'est des gens qui ont mon âge pour la plupart. Je les connaissais pas parce que je regarde pas forcément la télé-réalité. Mais moi j'ai adoré, hein. C'était vraiment de bons moments passés avec eux. Vous allez nous raconter cette aventure. C'est un bon moment de rigolade pour une fois. La télé-réalité, je la trouve positive, c'est-à-dire que ça donne les notions de sport et puis ça permet de rigoler. À l'époque des Jeux Olympiques, je trouve ça plutôt malin de la part de W9 d'avoir. On va en parler. On va parler de cette émission dans un instant, mais tout de suite c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Mais quel week-end de sport, évidemment, quand on reçoit Pierre-Ambroise Boss. Moi, je peux vous soigner si vous voulez. Quels sont vos mots? Oh là, si je vous disais. Mais quel week-end de sport avec... Alors, il y a eu la victoire de Toulouse, hein, dans rugby, celle du PSG, en football. Vous dites rugby, vous. Rugby. Ouais. Non, mais c'est le Sud-Ouest qui dit rugby. Ah bon, c'est bien, le rugby. Le rugby. Et bien sûr, des premiers cris à Roland-Garros pour célébrer la victoire de... Valérie ? Raphaël Nadal. Non, Gasquet. Gasquet. Non. Pas sûr qu'il... 7-6, 7-6, 6-4. Richard Gasquet. Alors, je vous ai choisi ce son parce que la fin qu'on entend, on a l'impression d'être dans un stade de foot, alors que d'habitude, Roland-Garros, c'est plutôt bien guindé, avec le petit gilet qui va bien, le petit Lacoste. Ouais. Et c'est rare qu'on entende des supporters. Mais voilà, Richard Gasquet. Vous avez regardé le match, non, hier? Non, mais j'ai vu ces revers gagnants en replay, bien sûr. Il a plus de 39 ans, non, c'est ça, c'est pas loin, en tout cas. Après, ça reste comme on disait, le Mozart du tennis à la base. Hein. Mais vous pensez qu'il n'ira pas tellement plus loin? Bon, on l'espère toujours. Richard Gasquet, depuis Yannick Noah, on n'a pas eu de gagnant. Il fait toujours des fulgurances quand même à Roland-Garros de temps en temps. C'est vrai. Et cet après-midi, on risque de crier de joie et de nouveau avec l'arrivée, on en parlait, de Raphaël Nadal sur le coup central. Et hier, il était dans le 20h de Delahousse sur France 2. Comment vous vous sentez? C'est la question que tout le monde se pose. Bien, je vais mieux. Je crois que cette semaine, c'est celle où je me sens vraiment le mieux. À tous les niveaux, physique surtout. Maintenant, on va voir ce qui se passe. J'ai un premier tour difficile, même très difficile contre Zverev. C'est pas idéal, mais c'est la même chose pour lui. En tout cas, je suis prêt pour mener le combat. Ça doit être dur que lorsqu'on a le mental d'un champion et que le corps ne suit plus. C'est un peu ce qui vous est arrivé avec les blessures. Donc je pense que vous pouvez comprendre Nadal qui a toujours envie d'être champion, mais ça ne répond plus. Ouais, effectivement, je comprends ce que c'est d'être blessé, de pas pouvoir revenir à son meilleur niveau, mais je comprends pas ce que c'est d'avoir gagné 13 fois Roland-Garros, d'avoir la notoriété qu'il a, d'arriver dans un endroit, t'es à la maison. Et t'es plus favori, ça doit faire bizarre.
Je pense qu'il y a beaucoup de fierté qui se mélange aussi à son envie de retrouver le niveau. Et que c'est pas de chance de tomber sur Zverev d'entrée de jeu, quoi. Non, et on espère tous au fond de nous que Nadal passe des tours, c'est clair. Ouais. C'est dur quand on est champion, le mental. Ouais, c'est dur. Après, c'est le job. C'est toujours pareil. On bosse particulièrement sur ces aspects psychologiques, la douleur à l'entraînement, la douleur en compétition. On analyse beaucoup de choses. Je trouve que les matchs de tennis sont beaucoup plus intenses mentalement. D'ailleurs, on voit des Djokovic qui reviennent après avoir pris 2-7 dans la gueule. Ils reviennent. C'est beaucoup plus difficile en quelque sorte, que les efforts durent plus longtemps que les nôtres. Ils peuvent parfois durer 5 heures. Il y a des émotions qui peuvent tout basculer. Moi, mon sport, c'était 800 mètres, donc ça se jouait à quelques secondes près, et puis c'était fini, quoi. Mais c'est autre chose, c'est une autre... c'est d'autres préparations. Et le jour où ça s'arrête, il se passe quoi ? Vous l'avez su la dernière fois que vous avez couru ? Ouais, ça devait être en 2022, un an avant mon arrêt total. Mais vous vous souvenez de ce jour où vous avez dit, c'est fini, j'arrête ? Je me souviens de m'être blessé ce jour-là, en pleine course, et je me suis dit, parce que j'avais essayé de relancer pendant la course, et je m'étais à l'entraînement, ça passait très bien, la douleur était contenue, était maintenue plutôt bien, et puis un seul essai en compétition, et je me suis dit, là, ça va. Ouais. Après, on se ment à nous-mêmes, on essaye de revenir comme on peut, ça reste notre vie pendant une dizaine d'années. C'est difficile d'abandonner, et en fait, quand on arrête, après, on regarde facilement en arrière. En fin de compte, pour ma part, ça n'a pas été très difficile d'arrêter. Ouais. Je l'avais déjà en tête depuis un certain temps. C'est ça, c'est souvent le cas pour les grands champions. Maintenant, je peux le battre. Je vous prends quand vous voulez. Vous courez sûrement plus que moi en ce moment. Non, je rigole. Je crois que j'ai fait les apprentis champions, donc je me suis quand même entraîné un petit peu. Vous êtes entraîné un peu, vous êtes remis. Vous n'avez pas eu trop de mal. Vous n'avez pas trop de concurrence. C'est entraînement mental aussi avec eux. Pas que physique. Ce week-end, c'était aussi la fin du Festival de Cannes. Et Francis Ford Coppola a remis une palme d'honneur à George Lucas. Et à l'occasion, on a appris quoi ? Eh bien, pourquoi la saga Star Wars, elle existait grâce à Flash Gordon. C'est incroyable. Il avait rencontré les ayants droit de Flash Gordon, cet astronaute d'une bande dessinée futuriste créée en 1934. Il lui avait été dit qu'il n'était pas assez important pour qu'on lui confie ce personnage célèbre, star de plusieurs films qui avaient égayé son enfance. Puis il me fixa et me dit « Très bien, je ferai mon propre film et je l'intitulerai Bataille d'étoiles ou Guerre des étoiles ou quelque chose du genre. » Et c'est ce qu'il fit en risquant tout ce qu'il avait pour y arriver. Félicitations, cher Georges. Non seulement tes nombreux amis et moi-même sommes fiers de toi, mais le monde entier est ici pour te rendre hommage. Comment on fait un succès d'une frustration et d'une colère ? C'est génial. C'est un beau moment. Vous savez que la France est spécialiste avec les Américains des concours en tout genre. Alors, on connaissait le plus gros mangeur de hot dog, le plus gros mangeur de McDo, mais ça, c'est pas très français. Non. Donc je vous propose, il y a eu lieu cette semaine le concours du plus gros mangeur de magret de canard. Vous allez très sud-ouest, très apprenti aussi, vous allez voir, ils ont. Ah bon. BFM était sur place. C'est ici que 18 participants vont s'affronter dans un concours unique, celui du plus gros mangeur de magret de canard. C'est l'équivalent entre 800 kilos et une tonne de magret qui partent sur la journée d'aujourd'hui. Les participants restent concentrés sur leurs assiettes, avec plus ou moins de difficultés. C'est finalement Fabien, venu d'Ariège, qui l'emporte. 970 grammes avalés pour sa première participation. On était face aux locaux ici, donc on a montré qu'on avait des tripes, mais qu'on avait bon appétit aussi en Ariège. Eh oui, pas mal, hein ? Pas mal. Vous avez jamais fait de concours débile ? Oh si, certainement. Pas avec le magret de canard quand même, je sais me tenir. On a appris ce week-end le décès de Richard Sherman, qui avec son frère était auteur de toutes les mélodies populaires de Disney, comme Mary Poppins ou le livre de la jungle, Être un homme comme vous. Je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous, un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfait
C'est vieux, mais ça marche bien. Hein ouais. Tiens, en parlant de vieux qui marche bien, on aura le gagnant de la Starac, de The Voice tout à l'heure à 10h30. On l'a pas annoncé en début d'émission, mais on aura Alphonse. On aura Alphonse avec nous. Il y avait des gens déjà devant TF1 tout à l'heure, des jeunes qui l'attendaient. Donc voilà. Et hier, c'était les 40 ans de Small Town de Bronski Beat. Oui, j'ai su, on voyait ça, mais je vous le mettrai demain si vous voulez. Et sachez que c'était aussi celui qu'on a entendu de Richard Sherman, c'était le créateur de, vous savez, les poupées, la musique de Small World. Ah oui. Alors je vous l'ai pas mis parce que on va l'avoir en tête toute la journée. Alors je vous l'ai pas mis. J'attendais un duo de votre part. Oui. Vous connaissez la chanson de Small World? J'aime bien ça, ouais. C'est vrai. Ça veut pas dire que je chante bien, mais on va beaucoup au karaoké avec mes potes, on est un peu des beaufs. Mais c'est pas beauf. Formidable. Ça peut l'être. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Pierre-Ambroise Boss. Tout le monde doit essayer de dire Pierre-Antoine, non? Mais je vois bien que vous voulez m'ennuyer aujourd'hui. Pierre-Ambroise Boss, pour parler de cette émission ce soir qui démarre, Les Apprentis Champions sur W9. À 19h50. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pierre-Ambroise Boss, ancien champion. Je dis ancien, c'est récent. Vous venez de me dire que vous aviez arrêté. C'est quand même un peu ancien. En décembre dernier, mais vous avez été un de nos grands athlètes, en particulier pour ce qui concerne le 600 et le 800 mètres. C'est ça votre spécialité? C'était les deux, 800, vous étiez plus... Ouais, c'était le 800 parce que c'est une discipline olympique et elle n'existe pas. Le 600 n'existe pas malheureusement pour moi. Ouais. Et vous n'étiez pas en condition pour faire les JO, là? Non, j'ai été dépassé par les jeunes en France déjà, et puis mon niveau, j'arrivais pas à m'entraîner en fait plus qu'un mois d'affilée, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par quand vous étiez champion par la France, quand vous croisiez des Usain Bolt ou autres? Est-ce que il y avait une différence entre les champions américains et les champions français sur l'athlète? Il y a toujours une différence parce que les États-Unis c'est un pays d'athlètes, c'est un pays de sport surtout. La Jamaïque c'est un pays de sprint, donc puis Usain Bolt c'est quand même pas le même acabit que Pierre-Ambroise Boss, faut pas déconner. On parle de stars mondiales qui transcendent leur discipline. J'ai toujours été soutenu, c'est vrai, depuis que j'ai commencé l'athlé, les gens qui me reconnaissent dans la rue, c'est un peu une niche l'athlé. Donc ce sont souvent des gens qui ont apprécié ce que j'ai fait et qui me demandent pas juste une photo et qui vont plus chercher des infos. Il y a eu beaucoup un essor du running aussi en France, mais dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'ils apprécient toujours. Et vous continuez à vous entraîner à courir ou pas? J'ai du mal. Vous avez du mal, c'est vrai. J'ai du mal. J'ai plus mal, par contre, aux douleurs que j'avais, puisque quand on arrête le haut niveau, on arrête les entraînements 2 fois par jour. Donc torturer votre corps. Maintenant, je cours pour prendre le métro, c'est tout. Mais vous avez pas pris quoi? J'en ai même perdu. Incroyable. Ouais, parce que je vais plus en muscu et compagnie, j'ai un peu la flemme. Faudrait que je me ressaisisse un peu. On prépare des GR avec des potes, c'est les seules choses qui me font faire du sport encore. Ouais, de marcher. Alors là, vous êtes dans un emploi auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire on va vous retrouver ce soir sur W9 dans Les Apprentis Champions, émission de télé-réalité, comme disait Gilles, peut-être un peu plus positive que ce qu'est la télé-réalité, puisque les Apprentis Champions sont des candidats de télé-réalité qui ont décidé de relever le défi sportif le plus intense de leur vie, se transformer en véritable athlète. Je sais pas si on a la bande-annonce. On l'avait sous la main. On s'est dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec Pierre-Ambroise. Alors pourquoi vous avez accepté ça? Et racontez-nous un peu ce qu'on va voir. Eh bien, j'avais annoncé la fin de ma carrière. J'avais pas grand-chose à faire. J'ai été contacté sur Instagram, on m'a casté. J'ai tout de suite adoré le projet. Je connais pas forcément les télé-réalités, donc je suis arrivé déjà sans jugement. On m'avait d'abord pas forcément expliqué que ça allait être des gens de la télé-réalité, mais aussi peut-être des influenceurs, des personnalités publiques. Je connais bien sûr l'émission Les Marseillais, mais sans connaître les mecs en fait. C'est ça qui est fort. Donc j'avais des avis. Vous regardiez jamais la télé, vous aviez jamais regardé? Mais je regarde pas la télé tout court déjà. D'accord. Mais les seules émissions que j'avais regardées, c'était plutôt des émissions d'aventure. Je vais pas les citer maintenant. Pékin Express, Koh-Lanta, c'était peut-être des choses comme ça que j'avais plus regardé. Mais et vous aimeriez faire ces émissions-là en tant que candidat? Pourquoi pas, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, c'est de l'aventure humaine. Koh-Lanta, pourquoi pas, En fait, c'était surtout
rencontrer des gens qui sont filmés 24 heures sur 24. C'était ça qui était intéressant pour moi. On m'avait expliqué qu'il y avait aussi des gens qui se butaient à la salle tous les jours. Donc ça m'intéressait de voir ce que ça pouvait donner. Coacher, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, soit pour des entreprises, soit pour des potes ou des particuliers. Même si c'est pas mon métier. Ouais. Je trouvais que c'était une bonne continuité suite à la suite de ma carrière. Ça pouvait m'apporter que du positif. Alors comment vous vous comportiez quand il y avait des engueulades entre les filles et les garçons, parce qu'on a vu ça dans les bandes annonces. Comment on réagit quand on les voit partir comme en 40? Bah surtout que il semblerait que j'avais les plus têtus, les plus fous d'entre eux de la télé-réalité dans mon équipe. Je veux pas trop spoiler, mais les gens vont sûrement comprendre. Effectivement, il y en a eu quelques-unes. Alors, il y a eu plusieurs engueulades, mais je les ai pas toutes, su, puisque nous, en fait, on faisait pas partie de la télé-réalité. Exactement, on était en dehors, on n'était pas filmé avec eux tout le temps, on n'avait pas d'interaction avec eux en dehors non plus. Donc c'était vraiment un rôle de coach. Ouais. Il fallait qu'ils nous respectent, alors qu'on a le même âge. Enfin, Muriel est un peu plus âgée, mais elle reste quand même. Muriel Urtis, qui est avec vous également, aussi, hein. Championne, elle aussi, plusieurs championnats d'Europe à son palmarès. Et puis Patrick Montel qui commente. Incroyable Patrick Montel qui a le commentaire en lui. Hein. Bah, il y a deux choses. C'est vrai vous le connaissiez, vous l'aviez rencontré déjà? Ouais, on se connaît quand même plutôt bien. On a fait parce que Patrick Montel, les gens le voient commenter les championnats du monde, les championnats d'Europe, les JO, tout ça, mais en fait, il commente aussi les meetings d'athlètes, là où personne regarde en fait. Et donc, on est parfois logés aux mêmes hôtels et compagnie. Il nous arrive de manger ensemble. Voilà, c'est plutôt un milieu très simple et très sain. Muriel Urtis, c'est encore pire. Je m'entraînais avec elle à la fin de sa carrière. Ah ouais. Donc au début de la mienne. On avait le même coach, on est partis plusieurs fois en stage ensemble. Ça, c'est un argument qui était en la faveur d'accepter le programme. Et les lèvres en silicone ou refaites, il n'y a pas un problème de prise au vent quand on court? Ah, je veux pas spoiler, mais en natation, du coup, il y a eu quelques petits soucis. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques personnages refaits un petit peu, c'est vrai. Mais ça fait quoi dans l'eau? Les filles plus que les mecs, j'ai l'impression. Ouais. Les seins refaits, ça flotte, c'est ça? Ça flotte, mais ça ralentit aussi quand même. Ah ouais. Bah oui. Je plaisante, c'est pas ça en plus. dont je vais parler, mais. Non, mais je peux pas balancer, vous rigolez. En plus, je les adore. En plus, moi, je me suis attaché à eux. Et alors, vous êtes attaché, vous avez créé des liens. Ouais, bien sûr, absolument. Et vous n'avez pas peur de votre image, d'être dans une télé-réalité? Non, parce que si on reste fidèle à soi-même, puis c'est du sport en plus, c'est l'année des JO. Je trouve que l'émission est bien choisie pour. Ils ont eu. Je trouve que c'est un bon coup de com' pour eux. Parfois pour certains qui étaient moins en lumière, qui faisaient moins de télé-réalité, je pense que c'est un bon coup de com' pour eux. Et pour moi, je pense pas que ça soit si négatif que ça, en tout cas. Votre notoriété, on l'a eu évidemment parce que vous avez gagné le 800 mètres, que vous êtes champion du monde, médaille d'or, mais c'est surtout l'interview incroyable d'après avec Nelson Montfort qui a fait beaucoup parler. Et vous commencez cette interview en l'imitant. Vous y avez toujours cru? Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Comment est-ce que tactiquement vous avez pu gérer cette course? Je l'explique même pas en vrai. Je vous assure, j'ai eu l'impression d'être un gamin de 15 ans dans cette course avec plus d'envie et de panache que de performance, voilà, Vraiment, c'était fou parce que je me suis fait couper la route assez vite. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter maintenant? Pourquoi pas tenter quelque chose de fou? Le temps de passer dans la dernière ligne droite, je comprenais pas. Je vivais un rêve, ils étaient derrière. Et je me suis dit, c'est pas possible. Là, en ce moment, c'est pas moi qui suis en train de courir maintenant. Quand j'ai passé la ligne, vraiment, j'y croyais pas, sérieusement. J'y crois toujours pas, en vrai. C'était c'était un tour du monde que je viens de faire. C'est pas un tour d'honneur, hein. J'ai mis 1 heure à faire ce truc. C'était incroyable. Ça vous émeut d'entendre ça, je vous vois là. Bah non, je suis toujours gêné d'entendre ma voix, c'est rien de pire. Mais on me l'avait pas passé depuis longtemps celle-là, effectivement. Ouais. On est dans un état très euphorique après une course. Ouais. Et quand on gagne, mais sans s'y attendre, c'est pire en fait. Les émotions sont décuplées, on a sur un petit nuage. Mais sans s'y attendre, c'est marrant de la part d'un champion de dire sans s'y attendre, parce qu'un champion, normalement, il a la gagne et il est sûr qu'il va gagner à chaque fois, non? C'est pas vrai? Si vous m'aviez demandé l'année d'avant, j'aurais sûrement imaginé la gagne. Là, j'étais dans une année, je m'étais blessé. Ça allait pas, c'était pas foufou, quoi. Mon niveau, par rapport à ce que j'avais pu valoir les années précédentes, c'était pas le même. Je suis arrivé sous anti-inflammatoire, j'ai failli me faire éliminer en demi-finale.
J'avais une cote à 69 sur Winamax quand même. Ah ouais. Faut le dire. Donc elle était justifiée. et vous, depuis tout petit, vous avez fait de l'athlé. C'est quoi votre parcours? Vous vouliez faire ça? Vous vouliez devenir champion? Enfin, il y a ça quand on est petit? Non, c'est un peu on veut gagner des courses. Je pense quand on est petit, on veut ramener des médailles. On veut faire comme la sœur qui court et qui ramène plein de médailles. Et puis on devient petit à petit, il y a une graine qui se plante. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'était pas projet Mbappé. C'était plutôt on grandit, on apprécie à un moment donné quand on est adolescent porter le maillot de l'équipe de France et on y prend goût. On prend goût aussi à la douleur du truc. On commence à se faire des amis à l'international. On veut parler anglais. C'est des choses comme ça en fait qui ont fait que moi j'ai voulu continuer et que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis après, gagner les championnats du monde, c'est encore un autre niveau. Ça devient un métier pour ça. Alors on a Stéphane, un auditeur fidèle, qui nous dit ce que j'adore chez Pierre Ambroise, c'est quand il avait fini sa course, vous avez un intellect qui était toujours présent. C'est-à-dire que vous raisonnez et vous êtes vous parlez, vous exprimez très bien. Et il dit, avec votre charisme, est-ce que acteur, ça vous tenterait? Et comment est-ce qu'on ne peut pas adorer ce garçon avec ce qu'il transmet? Je préfère la spontanéité à apprendre des textes, c'est ça le problème. Mais vous voyez comment la suite de votre vie? Je suis pas sûr d'avoir été très lucide dans tous les interviews. En fait, on développe, on a ce qu'on appelle les endorphines après les courses, après avoir fait un énorme effort. Oui, je connais, moi. Voilà. Je plaisantais. Mais vous les avez peut-être après avoir fait l'amour, sachez-le. C'est les mêmes. Donc, c'est votre grand truc, le sexe. Vous en parlez dans toutes les interviews. Non, c'est le truc de beaucoup de monde, j'imagine. Dans cette interview-là, vous avez dit j'ai fini tout mouillé alors que j'avais pas de fille dans mon lit quand même. Dans cette interview. C'est des choses qu'on pourrait plus dire maintenant. C'était une vraie anecdote, quoi. J'avais vraiment mis ma bouteille sur le lit. Donc, au lieu de retourner le matelas, j'avais fait sécher les draps, quoi, pendant 2 heures. C'était complètement ridicule. Dans une interview. Et vous aviez parlé de votre chat également. Vous lui avez dit de prendre une bière pour célébrer votre victoire. Comment va votre chat? Il va bien, mais je ne sais pas trop, en fait, parce qu'il habite à Lyon maintenant. J'ai un appart à Vincennes. Ça me faisait de la peine de le laisser là. Et donc vous le laissez plutôt près de la nature et il est mieux. Il est devenu énorme, ce chat, d'ailleurs. Ah bon? C'est vrai? Énorme dans le sens magnifique, avec des longs poils et tout. Faut le faire courir. Il faut dire aussi que cette émission de ce soir sur W9, donc les apprentis champions, ils courent au profit d'associations. Oui, absolument. Donc ça vous tient à cœur aussi, parce que oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le faire, parce que c'était l'association dont je suis le président. On a Clean Project. The Clean Project, absolument. Donc on appelait ça les EcoSport Challenge. On a eu l'occasion de faire 2 beaux festivals sportifs et culturels pour l'environnement, dans lequel on invite des entreprises, une team d'ambassadeurs qui vont être capitaines d'équipe, où les entreprises vont se challenger entre elles sur 3 heures de clean-up dans les villes. Et on cible 3 typologies de déchets qu'on va revaloriser derrière, avec notamment un record du monde qu'on essaye de battre à chaque fois, qui est le record du monde de la plus grosse collecte de mégots. Qu'on va revaloriser en mobilier urbain, des bancs, des poubelles, des baby-foot. Ils font des cendriers de poche à base de mégots maintenant. Enfin, et c'est aussi ça qui était un argument pour me faire venir dans cette belle émission, parce qu'en fait, dans mon équipe, j'avais des gens qui habitaient à Dubaï quand même, voilà, et ça m'a permis aussi de faire passer des petits messages. On n'est pas du tout dans le jugement, nous. C'est pour ça, The Clean Project, c'est vraiment un mouvement qu'on essaie de créer, un mouvement citoyen, dans lequel on fait de l'écologie positive. Moi aussi, je reviens du Mexique, c'est pour vous dire. Je prends l'avion de temps en temps. Enfin voilà, on n'est pas parfait, mais par contre, c'est des petits gestes. Ramasser des mégots, ça coûte rien. Et je vais pas le faire non plus en courant, moi, quand je vais faire un footing. Par contre, on a allié l'environnement, l'art, la culture et le sport pour créer ce genre d'opportunités. Surtout encourager les gens à ne pas jeter leurs mégots, c'est déjà un premier geste. C'est quand même le minimum, mais savoir au point qu'ils ont une seconde vie, ces mégots. Je vais reprendre la question de Valérie. Quel est votre avenir? Comment vous voyez votre avenir? Je la vois là-dedans, en tout cas, ça c'est sûr. Je la vois dans l'environnement. J'ai envie de m'investir encore plus là-dedans. J'en ai le temps maintenant, puisque je m'entraîne plus comme avant. J'ai plus d'ambition sportive. Et puis j'espère que si je peux rayonner entre guillemets à travers des émissions de télé comme celle-ci, je pourrais faire passer plus de messages. Et du commentaire sportif aussi peut-être. Eh ben pourquoi pas, absolument. Vous êtes chez nos confrères, vous êtes consultant chez nos confrères. On était ravis de vous recevoir. On va vous retrouver aux côtés de Muriel Urtis et de Patrick Montel ce soir, et des Marseillais, j'ai pas tout suivi. Les anges, des candidats de télé-réalité qui
ils sont assez musclés, hein, pour beaucoup d'entre eux. Non, mais après, il y a eu des surprises côté des deux bords. Ouais. Il y a eu de bonnes surprises sportives. Assez marrant, en tout cas, à regarder ce soir sur W9 à 19h50. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Ambroise Boss. Merci et on de vous m'avoir souhaite reçu. bonne route à tout de suite avec le gagnant de The Voice. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez les vraies voix de 17h à 19h et tentez de remporter de magnifiques objets design et connectés de la marque Lexon. Des bubble lamps avec chargeur à induction, des radios Tico, des enceintes Bluetooth Minotti rechargeables ou encore le MacBank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique. Gagnez ces superbes objets innovants avec Lexon et Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le supplément média. Le gagnant de The Voice 2024 est Alphonse. Pas encore 18 ans. Alphonse, pas encore 18 ans. Bonjour Alphonse, vous êtes avec nous ce matin, grand gagnant de The Voice 2024. Vous avez 17 ans. Vous allez passer le bac, les premières épreuves du bac vendredi, c'est ça ? Exactement, oui. Alors déjà, comment allez-vous ce matin, 2 jours après cette victoire en direct, hein, il faut le dire. Ça va. Vous avez dormi ? Pas beaucoup, mais et je me suis couché à 4h30 le jour de la victoire. Le dimanche, du coup. Ouais. Mais ça va, toujours un peu déboussolé peut-être, ouais. et surpris, mais... Ouais. Ouais. Racontez-nous comment ça a commencé cette aventure. C'est votre prof de musique qui vous a inscrit. Exactement, c'est le directeur de mon école de chant qui m'a inscrit, qui m'a dit, écoute, c'est une belle expérience, test. Moi j'étais pas, je me serais jamais inscrit, je me suis dit, je chante que depuis 4 ans... Il y a des voix exceptionnelles, je le pense toujours, donc c'est pour ça que j'ai été très surpris. Ouais. Et ça voilà. vous est venu comment le chant justement ? Vous dites depuis 4 ans, donc vous aviez 13 ans à peu près, et d'un seul coup vous vous êtes dit tiens je vais m'inscrire à un cours de chant ? Oui, c'est un peu ça, mais en fait j'avais fait 1 an de saxophone, ça me plaisait pas, je voulais faire du violon, et j'ai fait 1 an de violon, ça me plaisait pas, je voulais faire du saxophone. En fait, les années étaient inversées. Donc j'ai commencé le chant et là j'ai tout de suite accroché. Et comment on vient pour présenter une chanson de Jacques Brel à 17 ans ? C'est compliqué, mais c'est une chanson qui personnellement me tenait à cœur parce que c'était une chanson en hommage à mes grands-parents. Et donc c'était, on va dire, un peu plus simple de la présenter parce qu'il y avait quelque chose derrière. C'est quand même une chanson assez lourde, mais pour moi elle avait un sens, donc c'était important de la présenter. Ouais. Mais c'était pas très moderne. Non, c'est pas moderne, mais je pense que, c'est pas moderne dans l'année de sortie, mais je pense que dans ce qui se fait d'ancien, on peut trouver beaucoup de modernité. Et je pense qu'il y a rien justement de plus à la mode que ces chansons aujourd'hui, qui reviennent beaucoup. Et je le vois, j'ai été très étonné chez mes camarades en fait de classe, qui ne connaissaient pas vraisemblablement Boris Vian ou voilà, qui connaissent pas, mais qui en fait adorent, qui me disent mais c'est génial, on s'amuse, on danse et ça me fait plaisir de voir que c'était un de mes objectifs, de voir que les gens aiment cette chanson. Et de faire découvrir justement des grands auteurs, des grands chanteurs. Hein, vous parlez des 3B, c'est ça ? Brel, Brassens. Moi, je suis moins dans les 3B. J'aime bien les 3 S plutôt. Ah oui. J'aime bien dire Sinatra, Sardou et Sanson. Voilà, c'est mes inspirations. Ouais. Exactement. Alors, on va peut-être écouter un extrait. Oui. Dire que Fernand est mort. C'est un imitateur ? C'est qu'il est mort. Fernand. C'est Jacques Brel réincarné. Dire que je suis seul derrière. Dire qu'il est seul devant lui dans sa dernière bière. Moi. Et là, c'est Zazie qui se retourne, et donc et les autres, et vous choisissez Zazie. Et évidemment, ce qui a marqué toute la presse et tous les journaux, je vais vous poser une question que tout le monde se pose: comment on peut refuser? Parce qu'à la fin, ils interprétaient un titre fait par leur coach, et vous avez refusé le titre de votre coach. C'est culotté quand même. Ça peut paraître prétentieux. Oui, ça peut paraître prétentieux, c'est vrai.
c'est jamais simple de dire non. Hein. Moi, j'étais pas là avec des a priori. Non, c'est nul. Mais je sais ce que je veux. Et ça me correspondait absolument pas, pour être sincère, sans rentrer dans les détails. Ouais. Mais il était naze, son titre. Non, mais non, il dit que ça ne lui correspondait pas. Non, mais ouais. c'était voilà. Ça sous-entend ça quand même. C'était pas quelque chose que je voulais chanter, en tout cas, et que je voulais défendre. Et comparé au titre là que j'ai chanté et dont je suis très fier. Et puis voilà, j'avais aussi envie de quelque chose qui bouge parce que j'en ai un peu marre de la sinistrose. Ouais. Oui, c'est ça qui est surpris. On va écouter. Alors, justement. C'est un single, hein, vous pouvez le télécharger sur les plateformes comme tous les autres singles des candidats de la finale. Et donc vous pouvez aller l'écouter sur votre plateforme et les télécharger. Et le disque est aussi en vente dans quelques jours. Mais toi, à tous les coups, tu es là où je vais. Je me pends à ton cou et tout semble parfait. Oui, toi, à tous les coups, presque sans faire exprès, tu me remets debout. Je ne sais pas comment tu fais. Tu m'as à tous les coups. C'est très très pop et on voit la gamme que vous avez, enfin les différences. On a entendu effectivement la voix incroyablement ressemblante à celle de Jacques Brel. Vous n'avez pas eu peur justement qu'on pense que c'est une imitation, ou un peu comme Jean-Baptiste Guégan qui reprend Johnny? C'est pas on a entendu, je crois, Zazie ou quelqu'un qui dit mais c'est un imitateur. Franchement, j'étais un peu étonné parce que bon, il y a peut-être des ressemblances de placement, je sais pas, mais d'un côté, ça me flatte parce que la voix est incroyable. Si on me dit que dans l'interprétation, c'est du Brel, c'est un des plus grands interprètes français, donc ça, je suis d'accord. Au niveau du sosie vocal, bon, pour moi, ça se discute, mais ce qui était rigolo de voir, c'était que avec les étapes, on me comparait en fait à plus en plus de monde, à Serge Reggiani, à Beko, et c'est très flatteur. Mais du coup, en fait, les gens, j'ai l'impression, se rattachent à ce qu'ils aiment. Et ça me fait vraiment plaisir. Vous étiez dans une famille musicienne, ou en tout cas où on écoutait beaucoup de musique? Alors oui, j'écoute beaucoup de musique musicienne. Bon, ma mère et mon père ont fait du piano. Ouais. Mon frère est très musicien. Il m'a initié à beaucoup de musique classique. Ouais. Mais ces chanteurs que vous citez, Brel, Beko, c'est pas des gens qui sont forcément connus dans la jeune génération. Vous le disiez vous-même, vos camarades de The Voice les connaissaient pas forcément. Donc comment vous les avez découverts, vous? Ma mère, en fait, j'ai envie de dire. C'est ma mère qui m'a quand même beaucoup donné le goût de ces chansons françaises. Et puis ensuite, moi j'ai un peu creusé parce que je pense qu'il faut être curieux, il faut toujours avoir envie d'apprendre et voilà. Et il faut avoir envie de se diversifier aussi, c'est important, sans non plus se trahir. Mais c'est comme ça que je les ai découverts. Ouais. On est d'accord que vous pensiez pas gagner. Il y avait quand même deux voix. Ah voilà, vous le dites directement, parce qu'il y avait entre guillemets deux figures de mode du côté masculin qui étaient vraiment très. Enfin, il y avait beaucoup de votes de filles, et puis ils avaient des voix assez étonnantes. Vous partiez perdant quand même lors de la finale. Vous, dans votre tête, vous étiez sûr de pas gagner. Franchement, j'essaie de pas y penser. Ouais. Parce que vous avez envie de gagner quand même. Oui, non, mais on y pense, mais c'est pas dire, c'est pas l'objectif ultime. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit depuis le début de l'émission, ne pense pas à telle ou telle issue, sinon tu vas complètement rater tes interprétations. Ça va complètement te mettre dans un esprit négatif ou alors trop positif. Tu vas trop poser sur tes lauriers. Donc, moi, je me dis le plus important, c'est que le public apprécie. Et puis ensuite, advienne que pourra. Ah, vous avez gagné qu'une coupe ou il y a d'autres choses? Vous avez gagné quoi? Oui, j'ai gagné une coupe. Et puis ensuite, c'est un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'il y a des choses en préparation. En préparation, voilà. Sur une suite. Vous vous imaginez chanteur? Oui, mais pas maintenant, pour être sincère. Pas maintenant, ouais. Voilà. Ah oui? Moi, j'ai envie de continuer mes études. C'est important. De quoi? Alors, vous allez passer le bac, mais après... Vendredi, il nous a dit. Oui. Passez votre bac vendredi, on est lundi quand même. Ouais. Mais vous voulez faire des études de quoi? Vous êtes inscrit à Parcoursup, j'imagine? Exactement. Je veux faire une prépa économique pour ensuite devenir journaliste économique. Je l'ai croisé. Je l'ai croisé justement. Ça m'a fait quelque chose. Et un mythe.
Et donc, Mais voilà. ça, c'est un peu comme les Miss France qui disent je vais continuer, je vais faire mes études de médecine, puis qui se marient avec un footballeur après. non, mais c'est vrai que ça va être difficile de résister à la pression. Enfin, vous avez l'air d'être assez articulé, d'être plutôt les pieds sur terre, mais c'est vrai que ça va être difficile si on vous propose d'enregistrer un album, d'aller chanter, etc. Mais je n'exclus pas le fait de faire du chant à côté. Et je pense que je le ferai, mais j'ai envie, et d'ailleurs c'est le conseil que m'ont donné des gens de The Voice, prends ton temps. Ouais. Je pense que c'est très important, et je pense que les études ont un aspect de toute façon complémentaire au chant, comment aborder les textes, comment avoir beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, c'est très important. C'est pour ça que j'ai envie d'en faire. Et puis j'aime l'économie, donc pourquoi m'en priver? Vos parents sont fiers, j'imagine. Ils vous ont laissé avancer dans cette aventure l'année du bac. Moi, je me mets à la place de votre maman. Je pense que je vous aurais dit, bon, attends un an quand même. Mais bon, c'était là, donc il n'y avait rien à faire contre vous, contre votre volonté de le faire. Mais en fait, j'ai envie de dire même pas, parce que je me serais pas inscrit comme ça. Encore une fois, j'ai un peu surfé voilà, sur la vague. Je me suis laissé emporter par le courant, mais et puis voilà. Mais je me suis dit bon, c'est une opportunité, faut la saisir. Mais j'ai jamais lâché les études et je ne les lâcherai jamais. Mais c'est incroyable parce que vous avez les chansons qui vont avec votre prénom. Non mais quand vous êtes né, ils se sont pas dit il va nous chanter du Jacques Brel. On l'appelle Alphonse quand même, vos parents. Non mais vous êtes encore. Et Alphonse, vous n'avez pas voulu mettre votre nom de famille Non, pour moi c'est extrêmement important de dissocier la vie privée et la vie publique. Puis je suis un peu de cet avis qu'on doit séparer l'homme de l'artiste, on va dire, même si je suis un jeune homme, mais voilà. Alors moi je vais vous demander un privilège pour Valérie Expert. Valérie est fan de Robert Charlebois qu'on a reçu à votre place. Et vous avez chanté Un homme ordinaire. Ordinaire. Un homme bien ordinaire. Non, ça s'appelle ordinaire. Ça s'appelle ordinaire. Vous pourriez nous le faire a cappella? Vous voulez qu'on vous la mette pour chanter dessus? Je veux bien, mais si je me souviens des paroles. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais une clope, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Magnifique, hein? Magnifique, bravo. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, on était ravis de vous recevoir, Alphonse, et moi en particulier, parce que j'étais pour vous. Donc, je le dis, je l'aurais pas dit si ça avait été un autre gagnant, mais vraiment, je vous souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance également pour le bac. Merde pour le bac. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Merci. Et puis, il y a la tournée, hein, juste tournée The Voice. La tournée The Voice parcours, une partie de l'été. Vous y serez ou pas? Il faut que je cale quelques dates, mais parce qu'il y a le bac, 17 juillet avec 2000 choristes, le Cap d'Agde le 2 août, le Gros du Roi le 3 août, Saint-Raphaël le 6 août, bref, toutes les dates sur le site de The Voice. Merci d'avoir été avec nous, Alphonse, et bravo vraiment à vous. On se retrouve, nous, pour commenter l'actualité avec la légende Éric Revel. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.